L'histoire que je m'apprête à vous lire s'intitule Le dernier millième de seconde et est un récit signé Pierre Bellemare. 100 roses rouges étalent leur splendeur sur le palier d'un immeuble de Düsseldorf, et sur une carte, le nom du plus joli mannequin de la ville, un nom bien compliqué, Parouanet, et une signature célèbre, Werner S., le photographe de mode le plus prisé des agences de publicité allemandes. Au dos de la carte, au milieu des roses, un petit mot laconique. Pardon de te déranger la veille de ton départ. Contrat exceptionnel. Séance demain après-midi, 15h-19h. Il est minuit quand la jeune femme rentre chez elle et se heurte au sang rose qui embaume son paillasson. Son compagnon fronce les sourcils et demande d'un ton méfiant. Qu'est-ce que c'est ? Un message pour du travail demain. L'homme passe du ton méfiant au mépris volontaire. Ton photographe a l'habitude de t'envoyer des tonnes de roses à chaque message. Non, il sait que nous partons demain et ce doit être important ce contrat. C'est pour cela sûrement qu'il a envoyé des fleurs. Et puis c'est gentil, tu ne trouves pas ? Cette fois le ton est sec. Je ne trouve pas. Si quelqu'un doit t'envoyer des roses, c'est moi. Tu vas m'épouser dans une semaine, tu te rappelles ? Écoute Bob, tu ne vas pas être jaloux de Werner tout de même. Il est vieux et je travaille avec lui depuis plus de 3 ans. Et c'est lui qui t'a lancé, je connais la rengaine. Tu ne vas pas y aller. Le joli visage de Parouanet fait une moue affirmative qui fait exploser son fiancé. Mais nous partons demain. Tu ne peux pas me faire ça. Mes parents t'attendent. Elle est calme, sereine. Eh bien, je vous rejoindrai par l'avion suivant. Il est exaspéré. Tu n'as pas besoin de cet argent. Ce n'est pas une question d'argent, Bob. C'est une question d'amitié professionnelle. Je ne peux pas refuser. Je veux que tu refuses. Il n'en est pas question. Et ne me parle pas sur ce ton. Je n'aime pas les ordres. Tu n'aimes pas mes ordres ? Tu préfères les siens ? Ce guignol ridicule et hérissé d'objectifs qui passe son temps à te photographier nu. C'est son métier, et c'est le mien. On dirait que tu le découvres. Je découvre que tu tiens plus à ton métier, comme tu dis, qu'à moi. Parouanet essaye d'être conciliante. Ne dis pas de bêtises et aide-moi à rentrer ces fleurs. Je n'aime pas ces fleurs. Le seul vase qu'elles méritent, c'est la poubelle. C'est ainsi que les 100 roses rouges, des roses d'Ispahan comme Parouanet, jolie jeune fille d'Ispahan, dégringolent les escaliers propulsés par un coup de pied jaloux. Puis une porte claque. Parouanet rentre chez elle et son fiancé chez lui. Quelques secondes plus tard, la concierge, à 4 pattes, récupère les 100 roses. Elles embaumeront sa loge longtemps, plus longtemps qu'il n'en faut à une fille d'Ispahan pour mourir, l'espace d'un matin. À son réveil, vers 11h du matin, Parouanet hausse les épaules en écoutant les messages du répondeur téléphonique. « Ma chérie, pardonne-moi, je suis jaloux, c'est vrai. Ce vieux type m'a toujours énervé avec ses mines de propriétaire. J'ai toujours l'impression qu'il a des droits sur toi. Ton avion part ce soir à 20h pour les Canaries. Je viendrai te chercher. Ouvre ta porte, le billet est sur le paillasson. » Tout en grignotant son petit déjeuner, Parouanet ouvre la porte et se cogne une nouvelle fois. 100 roses rouges Fontagny parfumées au billet d'avion. Quel gâchis! Que faire de 100 roses, alors qu'elle quitte son appartement pour un mois de voyage de noces? La jeune fille claironne dans l'escalier. « Madame Scholtès, vous êtes là ?» Madame Scholtès, la concierge, est toujours là. Elle entend toujours tout. Son visage fripé apparaît entre 2 étages, et Parouanet lui sourit. « Vous voulez des roses ? Je vais travailler dans 1 heure et je prends l'avion ce soir. » Avec un sourire entendu, la concierge ramasse la corbeille. « Elles sont plus belles que les autres, c'est dommage. J'en ai déjà assez, vous savez. Je suis transformée en fleuriste. » « Eh bien, vendez-les, faites-en des conserves, ou offrez-les à qui vous voudrez. » Et Parouanet retourne au répondeur téléphonique. Un appel de son père. « Bon voyage, sois heureuse ma chérie, et à bientôt. » Le dernier appel est de Werner, son photographe, le responsable du premier 100 de roses. « Il est 10h, je sais que mon papillon n'est pas réveillé. La séance te plaira. 12 robes du soir pour Vogue. Je t'envoie le coiffeur à 11h30 et la maquilleuse à midi. Fais-toi belle, papillon. À tout à l'heure. »
Papillon ouvre la porte au coiffeur. C'est un jeune et faible devant qui elle ne craint pas de prendre sa douche, en bavardant de 1000 stupidités. Puis la maquilleuse s'empare de son visage, qu'elle examine à la loupe d'un œil critique et professionnel. Très tiré, le teint terne. Tu es encore rentré tard, mon chou? Enfin, on va faire avec. C'est du maquillage grand soir, ça cache tout. À l'en croire, Papillon serait affreuse. Elle est bien la seule à le penser. 22 ans, d'origine persane, Parouanet est considérée comme la plus belle des top modèles allemands. Cheveux noirs splendides, en crinière, yeux vert émeraude, teint mat, et des mensurations de Vénus. 1m70, 89, 90. Pour les initiés, c'est une carte de visite. Sa photo s'étale dans les plus grandes agences. Papillon est son nom de travail. En 5 ans, elle a gagné 10 fois plus qu'un PDG d'entreprise. À 14h30, parée comme une déesse, Papillon saute dans un taxi, avec ses valises, son coiffeur et sa maquilleuse. Elle prendra l'avion dès la fin de la séance avec Werner. Pour une jeune fille qui va mourir dans 3 heures, elle est très gaie. Et le chauffeur de taxi ne se prive pas de lui faire la cour sans aucun complexe. Si vous voulez un chauffeur à vos pieds, n'hésitez pas, je suis là. Eh bien, d'accord. Venez me prendre à partir de 19h devant le studio. Je prends l'avion à 20h et j'aurai peu de temps. En coup de vent, sourire aux lèvres, Papillon envahit le studio et tombe dans les bras de Werner. Allons-y, papa. Tu as dit 12 robes? Où est la première? Werner fait la grimace. Ne m'appelle pas papa, tu sais bien que je suis ton amant préféré. Papillon l'embrasse délicatement sur le front. Mon photographe préféré seulement. C'est la même chose, tu sais. Chaque photo que j'ai faite de toi, c'est un souvenir d'amour. Werner, arrête. J'ai déjà assez de problèmes avec mon fiancé. Allons-y. Je n'ai pas beaucoup de temps. Mon avion est à 20h. Werner fait la grimace, s'adresse au coiffeur et à la maquilleuse. Bon, une retouche ici, pour la mèche du front. Je veux un rouge à lèvres feu, plus violent que ça. Allez-y, mes enfants. Après ça, vous filez. Aujourd'hui, je travaille seule avec Papillon. J'ai besoin de concentration. Ces 12 robes, ce n'est pas de la photo, c'est plus. C'est de la peinture, de la sculpture, du génie. Je la veux inimitable, notre Papillon. Un quart d'heure plus tard, Papillon est seule avec son Pygmalion. Elle a revêtu la première robe, une soie rouge, en forme de sari indien. Les 11 suivantes attendent leur tour, accrochées au mur du studio, et la dernière sera son linceul. Comment sait-on? Comment peut-on raconter en détail la mort d'un homme et d'une femme enfermés seuls dans un studio de photographe? Puisqu'ils vont mourir tous les deux, ils ne pourront pas la raconter. Quant à l'assassin, il mourra aussi. Alors, comment peut-on savoir? Parce que cette histoire est un scénario à la Hitchcock, et comme dans les films du célèbre metteur en scène, tout est écrit à l'avance, et tous les éléments sont donnés. Premier personnage, Werner. C'est un curieux homme de 52 ans. Il a été beau, il a été minable, il a été raté, il a été marié 3 fois, il a fait faillite 3 fois dans des entreprises diverses, jusqu'au jour où il s'est pris de passion pour la photographie. Devenu en quelques années le spécialiste de nuit artistique pour magazines de luxe, Werner a rencontré un jour son papillon, sa Rose d'Ispahan. Elle avait 18 ans et une rare photogénie. Il en a fait la reine des journaux de mode et des affiches. Mais il en est tombé si éperdument amoureux qu'il s'est conduit avec elle comme un gamin. De 18 à 22 ans, son papillon s'est retrouvé dans une cage dorée, appartement de luxe, fourrure, gadgets, coiffeur personnel et tapis persan. Werner a voulu vivre un conte de fées, mais sa perpétuelle adoration a fini par étouffer la jeune femme, et un beau soir est arrivé ce qui devait arriver, un jeune homme. Il avait pour lui 26 contre 52, des cheveux bruns contre un crâne presque chauve, une fortune datant de 5 ou 6 générations, une aisance et une manière de faire la cour, à coups de rivières de diamants et de cocktails dans le monde. Le papillon s'est laissé prendre. Faire partie d'une grande famille bourgeoise, disposer d'un chauffeur et d'un mari séduisant, promener sa beauté sans autre but que la flânerie des privilégiés de ce monde, croiser Onassis en Méditerranée et la duchesse de Windsor à Paris, sourire à des premiers ministres,
dîner à New York et prendre le petit déjeuner à Las Palmas. Bob avait gagné. Werner s'inclinait. Leur dernier affrontement sur le terrain, c'était hier, à coups de rose dispahant. L'heure tourne. Papillon a revêtu la deuxième robe et cherche une attitude devant la glace tandis que Werner téléphone à sa mère ainsi qu'il le fait souvent. C'est une vieille femme paralysée de 80 ans, qu'il adore et respecte. Juive, elle a subi les camps de concentration pendant la guerre, tandis que son mari, allemand bon teint, poursuivait ses frères de race avec un acharnement de bonne aloi. Werner, le fils, n'a jamais pardonné à ce père-là. Sorti d'une pension suisse après la guerre, il s'est consacré au fantôme qui était devenu sa mère. Un fantôme paralysé, mutilé, terrible. Il la vénère comme son monument aux morts personnelles. Sa voix est douce quand il lui parle. « Maman, tu es là ?» Papillon n'entend pas la conversation. En tout cas, elle ne s'en mêle pas, trop occupée par sa silhouette moulée de lame et argent. Elle retrouve Werner sur le plateau, et tous deux continuent leur travail. Le photographe semble entièrement pris par le déroulement des poses. « C'est bien comme ça. Relève un peu le menton. Bouge un peu ta main. À plat sur la hanche. Ok. » Troisième robe. Un bleu nuit en mousseline transparente, rehaussée d'une écharpe en fil d'or. Papillon fait frissonner la mousseline et hésite. « Tu préfères assise ou debout ?»« Debout, chérie, dans la lumière. J'ai besoin de voir tes jambes en transparence. » Werner travaille avec application, sûr de lui, comme s'il avait longuement préparé cette séance. Quatrième robe, du satin jaune d'or. Papillon plaisante. « Je voudrais voir les femmes qui vont porter ça, perchées comme moi sur une échelle noire et une jambe en l'air. Ça va ?» Ça va. La cinquième robe, blanche à paillettes, a le don d'énerver Papillon. Elle n'arrive pas à l'ajuster. Werner s'en mêle, puis renonce. Passe l'autre, on verra plus tard. La sixième, la septième, la huitième, 9, 10 robes. Werner travaille vite. Papillon a l'habitude. Il discute à peine. De temps en temps, le photographe donne une indication à son modèle, mais la plupart du temps, il la suit, mitraillant sa silhouette, à raison d'une dizaine de clichés par robe. Puis Papillon enfile la robe suivante, la blanche, si difficile à ajuster. Elle demande si c'est la dernière et Werner répond. « Encore une après ça. Tu verras, c'est la plus belle. » Il y a maintenant 3 heures qu'ils travaillent tous les deux et ils sont sûrement fatigués, car Papillon grogne. « J'en ai plein le dos de cette robe. On t'a donné du 44, ma parole ? Qu'est-ce qu'il leur prend ? Ils font des modèles pour femmes fortes ?» Werner, lui, se bat avec un matériel quelconque. Un projecteur, sûrement. Papillon réclame son aide à nouveau. Elle est agacée. Le ton de sa voix monte. Elle réclame une épingle, puis des pinces à linge. Elle en veut à Werner, qui n'a pas gardé de personnel. « Qu'est-ce qui t'a pris de renvoyer tout le monde pour une séance pareille ? Regarde-moi, je dégouline, et pas de maquilleuse. J'ai une robe trop grande et pas d'habilleuse. C'est samedi, je ne voulais pas les priver de leur week-end. Et puis je voulais être seule avec toi. » « Pourquoi faire ? » ?»« Comme ça. Tu t'en vas pour longtemps. Qui sait si je te reverrai ? » ?»« Je n'ai jamais dit que j'allais arrêter de travailler. » »« On dit ça, mais tu épouses ce type en attendant. » »« Werner, tu ne vas pas recommencer. Je l'aime. » »« On n'aime pas une gravure de mode. » »« Merci pour moi. » »« Ce n'est pas la même chose, tu le sais bien. Ce type, c'est du papier. Du papier fric, je te l'accorde, mais du papier quand même. Il est inconsistant. Tu dis ça par jalousie. Absolument pas. Mais l'idée de te voir finir ta vie dans les bras de ce dandy m'horripile. On en a parlé 100 fois. Je croyais t'avoir demandé de ne plus me parler de lui. Werner, tu m'écoutes ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu ne vas pas recommencer, dis. Oh non, je sais. Nous deux, c'est fini. On s'est bien amusés, c'était pas mal. N'en parlons plus, c'est ce que tu veux. Ne joue pas les amants malheureux. Je ne joue pas, je suis malheureux. Allez, en place. La 11e robe, la blanche, montrera Papillon perché sur un tabouret de bar.
ses longues jambes croisées dans une attitude sophistiquée. La dernière robe est noire et brillante. Werner donne ses ultimes conseils. Il semble que sa voix soit plus basse, un peu rauque, fatiguée ou triste. C'est du lamé élastique. Rien dessous, s'il te plaît. Tout marque, et c'est transparent. Attends-moi une seconde, je vais enfiler un collant. La seconde dure bien 5 minutes. 5 minutes de silence. Papillon revient. Tu vois, c'est un collant complet, du cou aux pieds comme les danseurs, et on ne voit rien. C'est joli, j'ai envie de faire une série de photos comme ça. C'est même plus joli que la robe. Attends, j'ai une idée. Mets-toi de dos, prends la robe d'une main et laisse-la traîner sur les marches. C'est fantastique! Le corps et la robe, tu comprends? C'est la beauté pure. On devine que la robe laissera le corps libre. Surtout, tu ne bouges pas. Ne tourne pas la tête, redresse le cou, dégage les épaules, secoue tes cheveux. Voilà, ne bouge plus maintenant. Surtout ne bouge plus. Werner, cette fois, ne fait qu'une photo. Une seule. On entend le bruit de ses pas, puis un coup de feu. Et un autre. Le bruit d'un corps qui tombe sans un cri. Un grand silence. Encore des pas. Puis la voix de Werner, basse. « Maman, tu es là ? Voilà, c'est fini. Elle est morte. Dans quelques instants, je vais mourir ici. Tu embrasseras les enfants, maman. Tu ne raccroches pas, hein ? Tu m'as promis. Tu restes là, s'il te plaît, maman. » Voilà pourquoi on sait tout jusqu'au moindre mot. Au début de la séance, Werner a appelé sa mère et n'a pas raccroché. Et sa mère, paralysée dans son fauteuil, a suivi pendant 3h30 la lente progression de Werner vers l'assassinat. Elle va suivre maintenant la propre mort de son fils. Werner avale 2 tubes de comprimés avec un verre d'alcool, puis il retourne à l'appareil. « J'ai pris les cachets, maman. J'ai essayé de vivre sans elle, tu sais, mais je n'ai pas pu. Tu comprends ? Tu sais ce que c'est, hein, maman ? La mort, c'est mieux que la vie, que cette vie-là. Adieu, maman. » Le chauffeur de taxi était à l'heure pour emmener sa cliente à l'aéroport, 1 demi-heure plus tard. Il a tambouriné à la porte et vu de la lumière. Alors il est entré, et derrière lui la police, à quelques minutes près. Werner avait attendu l'effet des cachets avant de se tirer une balle dans la tête. Le téléphone n'était pas raccroché. Mais il n'y avait personne en ligne. Police Secours avait reçu l'appel d'une vieille dame, donnant l'adresse du studio, et qui avait dit « Mon fils vient de tuer la femme qu'il aimait, son modèle, et il s'est suicidé. » Lorsque le policier chargé dans l'enquête est venu la voir, elle a raconté tout ce qu'elle avait entendu. L'inspecteur était sidéré. « Pourquoi n'êtes-vous pas intervenu ? Vous vous rendez compte que vous êtes complice d'un assassinat et complice de la mort de votre propre fils ? La mort appartient à celui qui la veut, à celui qui la prend, à celui qui la donne. J'ai appris cela dans les camps, monsieur. S'il était trop malheureux pour vivre, c'était à lui d'en décider, pas à moi. Par contre, vous appelez police secours dès que tout est fini ? Pourquoi ? Si vous aviez promis à votre fils de ne rien dire. » Il voulait que l'on soupçonne l'autre, le fiancé. C'était stupide, cela n'aurait pas duré longtemps. Et puis c'était inutile, cela gâchait sa mort. « Vous n'aimez pas votre fils, madame ? C'est peut-être parce qu'il est plus allemand que juif ? » Ne dites jamais cela, monsieur, jamais. Son père était allemand, pas lui. Lui, c'était mon fils, et je l'aime encore. Je l'aime au point de respecter sa liberté, toute sa liberté. La liberté de vivre ou de mourir. La seule qui compte à mes yeux. Celle que je n'ai pas eue. La dernière photo de Papillon était la plus belle. Pourtant on ne voyait pas son visage. Elle tournait le dos à la mort et à l'objectif, au millième de seconde. Le dernier millième de seconde de vie d'un papillon noir.